Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mercredi midi tout le monde, bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre. Le mercredi, je co-anime avec l'animatrice de Il y a des matins qui est avec moi. Bonjour Valérie Dionne. Allô Jean. On devrait se souhaiter bonne tempête encore aujourd'hui. Écoute, ça semble être terminé la tempête. Par contre, ça a l'air d'être derrière nous. Mais c'est ce qui n'est pas derrière nous. Par contre, le déblayage des entrées, le pelletage de tout ça, là c'est comme la grosse job qui commence. Ben, c'est pour ça que certaines personnes ont congé aujourd'hui. Là, c'est pour justement déneiger son entrée. La neige elle va venir pesante. À 0 degré avec de la pluie annoncée cet après-midi. Là. Je sais pas si elle va en faire fondre un petit peu, mais elle risque de devenir pesante et croûteuse. Sur les routes, bien sûr, il faut être très, très, très prudent. Ça circule quand même, là. La visibilité s'est améliorée. Mais ça aussi, ça peut avoir des conséquences néfastes, là. Une petite pluie sur la route, sur le réseau routier de votre municipalité ou sur la 138. C'est jamais agréable. Il faut être ultra prudent. Oui, puis on salue les déneigeurs qui sont en action depuis cette nuit, qui travaillent très, très fort cette année. Oui, tout à fait. Et puis, au contenu de Côte-Nord Attitude ce midi, d'abord, on va parler de la programmation du Ciné-7. Tous les détails sont disponibles. Il devait y avoir un point de presse à Télé-Québec ce matin. On a arrêté, en fait, on a annulé le point de presse, mais on a quand même dévoilé la programmation. Et Michel Naud, porte-parole du Festival de cinéma de Sept-Îles, sera avec nous dans quelques instants, dans quelques minutes. On va en parler abondamment là de toutes ces activités autour aussi. Ouais. C'est pas juste 30 films à l'affiche en 10 jours, le Ciné-7. Il y en a 12 du côté de Port-Cartier au Cinégraphe également. Mais c'est aussi plusieurs réalisateurs qui vont venir nous voir, des activités hors les murs, toutes sortes d'activités autour du Ciné-7, un des bels événements culturels. Moi, c'est toujours l'événement que j'attends. C'est le premier événement de l'année tout le temps. Puis moi, j'attends toujours avec impatience la programmation. Puis encore une fois, on n'est pas déçus de cette programmation-là. Quelques films qu'on voit aux Oscars, quelques films qu'on a eu des bons mots également, des films québécois. Moi, j'ai bien hâte d'aller voir ça. J'ai déjà surligné déjà trop de films. Ouais, t'as déjà fait ta programmation pour le 19 au 29. On va parler aussi du Off Festival avec Michel Naud, parce qu'il y a des activités dès cette fin de semaine qui s'en viennent au festival, autour du festival. On est presque sur 3 fins de semaine cette année. Et puis, on va parler aussi du marché immobilier. Monsieur André Richard, des évaluations Richard et Associés, sera avec nous. Le marché immobilier, il s'effondre sur la Côte-Nord. Souvent, le marché, les transactions, là, c'est un peu à l'image de l'économie. On le voit à Havre-Saint-Pierre, ça va très, très mal depuis plus d'1 an maintenant, alors que la compagnie minière Rio Tinto Fer et Titane a considérablement ralenti ses activités en 2015-2016. Mais ça a des conséquences directes, ça. Beaucoup de maisons à vente et peu d'acheteurs. Donc, on en parle avec André Richard. Il a sorti toutes les statistiques de 2016 là, qui indiquent une forte baisse des transactions. C'est le cas pour Sept-Îles, c'est le cas pour Port-Cartier, c'est le cas pour Havre-Saint-Pierre. On a une émission avec beaucoup de culture ce midi, parce qu'on va aussi recevoir la directrice du Salon du Livre, Valérie. Oui, Mélanie Deveau qui sera avec nous pour parler de ce 33e Salon du Livre de la Côte-Nord qui est en préparation présentement. Ça a lieu au mois d'avril prochain, mais tu sais qu'une programmation pour un Salon du Livre, ça se prépare longtemps d'avance. Et là, on fait appel aux auteurs nord-côtiers, parce qu'on fait toujours une belle place au Salon du Livre aux auteurs de chez nous. Et là, l'appel à la candidature pour les auteurs nord-côtiers est lancé. Donc, on pourra savoir un petit peu c'est quoi les critères, parce qu'il y a des critères d'admissibilité quand même. Donc, savoir un petit peu c'est quoi ces critères-là. Et pas seulement pour les stands, mais aussi pour la tournée littéraire jeunesse, qui ça est toujours très, très, très populaire, les auteurs dans les écoles. Et les auteurs nord-côtiers peuvent aussi appliquer pour cette tournée-là. Valérie, toi qui es impliquée dans l'organisation du Salon du Livre, là, si j'y tords le bras un petit peu à Mélanie ce midi, on va savoir des scoops, on va savoir des noms, des gens qui s'en viennent ici au mois d'avril. Non, je penserais pas. Parce que le Salon du Livre, ça nous amène toujours de la belle visite. Effectivement. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on travaille très fort pour avoir une belle programmation, puis je pense encore que ça va être le fun. Ouais, mais on va m'essayer pareil avec Mélanie tantôt. D'un coup, qu'il
qu'elle nous donne un nom ou deux, là, comme la présidence d'honneur. D'habitude, c'est réglé quand même. Il y en a probablement pas mal de noms qui sont connus des organisateurs. Moi, je peux pas parler. Ben, c'est à suivre. Vers 12h40, Mélanie Deveau, directrice du Salon du Livre de la Côte-Nord, sera avec nous en entrevue. On va clôturer l'émission avec la chronique économique. C'est Russell Tremblay qui est porte-parole de développement économique, cette île qui sera avec nous. La Corporation de développement économique invite les citoyens à une discussion sur ses activités. Il y a une rencontre de prévue demain soir à l'Hôtel de Ville. On va en parler abondamment avec Russell Tremblay, mais on va parler aussi des perspectives économiques 2017. Là. On l'a vécu le ralentissement en 2015 et c'est poursuivi en 2016. La deuxième moitié de 2016, on a regardé le prix du fer monter comme ça, tranquillement, pas vite. Alors, est-ce que 2017, c'est une année de reprise pour nous? On en parle avec Russell Tremblay. Ça s'annonce peut-être, il y a certains projets qu'on surveille de très, très proches qui pourraient se réaliser en 2017. Le directeur adjoint de développement économique cette île, Russell Tremblay, sera avec nous pour nous en parler en fin d'émission. Avant cette série d'entrevues sur les ondes de Côte-Nord Attitude, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Ben, que dire de la tempête? Pour l'instant, on reste prudent. Ben, elle semble quand même de moindre envergure que prévu. Il faut surveiller quand même la marée, là, qui est probablement à son plus haut au moment où on se parle. Si vous avez des nouvelles, vous êtes riverain, vous êtes sur le bord de la mer, vous avez beau nous appeler pour nous donner des informations au cours des prochaines minutes. On le rappelle encore une fois, hein, vous êtes nos yeux et nos oreilles sur ce très vaste territoire. C'est difficile pour nous de voir tout ce qui se passe partout. Alors, si vous avez des informations, contactez-nous. On peut quand même dire que la tempête a entraîné ce matin la fermeture des écoles à la commission scolaire du Fer. Ça veut dire de Moisy à Pentecôte. Le cégep également et plusieurs commerces à Sept-Îles notamment. Par contre, les activités vont reprendre là, graduellement cet après-midi. Il y a aussi Poste Canada qui a annoncé qu'elle a mis fin à la distribution du courrier au cours de l'avant-midi. C'était difficile de circuler dans les rues pour les facteurs, semble-t-il. Et puis, le traversier entre Matane et la Côte-Nord a annulé très tôt ce matin ces activités. Donc, voilà. Côté tempête, on parlait de 35 cm. J'ai l'impression qu'on en a eu pas mal moins, là. Oui, probablement moins, mais quand même, certains diront que c'est déjà quelques centimètres de trop qui sont C'est un sport, faire de la radio le matin, des jours de tempête, hein, comme tu l'as fait ce matin. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute et qui veulent tout savoir. Oui, mais c'est un sport très stimulant, par contre. Il y a Hydro-Québec qui a demandé aux citoyens de la Romaine en Basse-Côte-Nord de chauffer une seule pièce de leur résidence, car le village risque de manquer d'électricité. Il est alimenté à partir d'une centrale thermique au diesel. Or, le bateau qui doit acheminer le carburant est incapable d'accoster au quai. Hydro-Québec souhaite une réduction très importante de la consommation d'électricité, sinon la centrale sera en arrêt de production samedi. En raison des conditions météorologiques, le pétrolier Jana Desgagnés est incapable d'accoster pour livrer les 2 millions de litres de diesel nécessaires pour alimenter la centrale pendant l'hiver. Le président directeur général de Transport Desgagnés, Serge Leguellec, précise qu'ils ne veulent pas prendre le risque d'une catastrophe environnementale. Le transporteur maritime regarde diverses alternatives, notamment le bateau qui réalise la desserte des denrées et des passagers des villages de la Côte-Nord non reliés au réseau routier. Le Bella Desgagnés a chargé des barils de diesel à cette île hier. Il est attendu ce soir au quai de la Romaine. Si tous les scénarios échouent, Hydro-Québec prévoit forcer des économies d'énergie avec une série d'arrêts temporaires de quelques heures, 3 fois par jour. Habitués à des situations particulières liées à leur isolement, personne ne panique à la Romaine, selon la gérante du magasin général, Caroline Génis. Mais oui, c'est assez spécial ce qui se passe à la Romaine. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait il y a quelques années quand mes enfants étaient en bas âge, si on m'aurait demandé de chauffer une seule pièce dans la maison. Assez spécial comme situation du côté de la Romaine. On va surveiller ça là si le Bella réussit à rentrer au quai. C'est prévu vers 22h ce soir. Le marché immobilier, lui, a continué de s'effondrer à cette île et sur la Côte-Nord en 2016. Il s'est vendu seulement 138 maisons à cette île et 37 du côté de Port-Cartier. Il s'agit d'une baisse de plus de 20% pour cette île. Havre-Saint-Pierre vit la pire situation avec 6 maisons vendues en 2016 comparativement à 28 en 2015. La diminution du nombre de transactions immobilières est à l'image du ralentissement économique. Le prix moyen de vente des propriétés résidentielles en 2016 à cette île est demeuré assez élevé. Là, on parle d'une moyenne de 237 000 $ pour les
les maisons vendues. C'est 90% de l'évaluation municipale. L'analyse du marché par les évaluations Richard et Associés montre une nette diminution sur une décennie. Donc, il n'y a pas juste les cycles miniers là-dedans, là. Le nombre de maisons vendues était de 274 à Sept-Îles en 2006, comparativement à 138 en 2016. Pour Port-Cartier, c'est vendu 100 résidences en 2006 et 37 seulement en 2016. Monsieur André Richard sera avec nous en entrevue un peu plus tard à cette émission d'actualité d'affaires publiques. Et les partenaires du milieu économique lancent une 2e édition du concours des Dragons de Cette-Rivière. Les rencontres d'information sont prévues à Sept-Îles et Port-Cartier pour les promoteurs intéressés à soumettre des projets d'entreprise. L'activité basée sur l'émission de télévision Dans l'œil du dragon sera réalisée au Cégep de Sept-Îles le 16 mars. L'agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat au Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis, Marie-Lou Vanier, soutient que le concours appuie le développement économique. Oui, on en a des entrepreneurs ici qui travaillent fort, qui se démènent et puis qu'on veut les encourager. Donc c'est pas juste une question d'achat local, c'est de la solidarité puis d'aider les gens qui se partent puis de les appuyer puis une bonne tape dans le dos parce que souvent quand on fait ça un peu tout seul. Les participants au 2e concours des Dragons de Sept-Îles ont jusqu'au 20 janvier pour signifier leur intention. Un volet jeunesse s'ajoute aux catégories aspirants et entrepreneurs. Activité culturelle très intéressante et très fréquentée par les Sept-Îliens et les Port-Cartois également, puisqu'il y a le Cinégraphe aussi. Le Festival du film, le Ciné7, la programmation est maintenant connue. Michel Naud sera porte-parole du comité organisateur sur nos ondes. Il sera avec nous dans quelques secondes. Attitude. Ce samedi 14 janvier, préparez-vous à vivre le combat le plus intense de l'année. Le duel le plus passionnant de la décennie. La bataille du siècle. Le combat des geeks. Les animateurs et auditeurs du 99.1 La Radioactive affrontent les animateurs et auditeurs du 94.1 Pure FM dans un duel sans lendemain au Salon Nord-Quay. Écoutez le 99.1 et le 94.1 d'ici le 13 janvier pour gagner votre place, incluant les parties et la location de souliers pour vous et 4 de vos amis. Tirage, prix de présence, musique, animation, promo et plus au menu pour cette soirée légendaire. Le Cégep de Sept-Îles tient à aviser les élèves qu'il sera ouvert cet après-midi. Les employés sont priés de se présenter au travail avec leur horaire habituel. Je répète, le Cégep de Sept-Îles tient à aviser les élèves qu'il sera ouvert cet après-midi. Les employés sont priés de se présenter au travail avec leur horaire habituel. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Le hasard a fait en sorte que cette tempête est arrivée en même temps que la journée du dévoilement de la programmation du 27e Festival Ciné7 à Sept-Îles. C'est du 19 au 29 janvier, mais il y a des activités dès cette fin de semaine. Pour nous en parler, Michel Naud est porte-parole du comité organisateur. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Pierre, c'est un plaisir d'être avec vous. Et puis, justement, là, on a cancellé la conférence de presse, mais on a rendu disponible la programmation quand même. Hey, on parle encore une fois d'une programmation d'envergure intéressante. On sait plus où donner de la tête quand ça arrive. Là, on pourra pas parler des 30 films, mais c'est quand même encore 30 films à l'affiche en 10 jours, hein? Oui, donc c'est 30 films du côté de Sept-Îles. C'en est 16 avec 6 films qui sont en exclusivité présentés à Port-Cartier. Ça fait 36, ça? Donc, ça fait 36 films, mais avec, évidemment, plusieurs projections. Beaucoup de films du Québec, encore une fois, une belle sélection, des films également qui nous viennent. Il y a beaucoup de films français ou franco-pays étrangers, donc des coproductions françaises avec d'autres pays. On a évidemment l'activité hors les murs. On pourra revenir évidemment sur le Off Ciné7, qui est une première dans l'histoire du festival qui commence demain, qui se poursuit jusqu'à samedi. Mais écoutez, pour faire suite un petit peu à ce que vous disiez, c'est un peu comme si Mère Nature nous avait pris au mot avec notre mot nordicité. Nous avait oui, pris au premier cette année, hein? Nordiciné. Voilà, donc on a voulu jouer au mot un petit peu avec nordicité, ça devient nordiciné, et pour vous dire finalement, amusez-vous, soyez en mode cinématographique du 19 au 29, ça vaut vraiment la peine. Il y a une programmation là vraiment qui est très riche, avec, comme on disait, ces 30 films qui sont présentés du côté de Sept-Îles et d'autres films du côté
du cinégraphe de Port-Cartier. Ça doit être compliqué quand même de monter une programmation comme celle-là, d'avoir à faire des choix. Bon, moi ce matin, je feuilletais un petit peu la programmation. J'avoue que je cherchais un film qui n'y est pas finalement. Lequel? Je m'attendais peut-être à voir La La Land. Oui, au Globe and Globes. Effectivement. Là, il n'est pas là. C'est pas grave. Il y a quand même d'excellents films. Voilà. C'est ça exactement. Mais comment vous faites pour arrêter vos choix sur une trentaine, ben là c'est une quarantaine de films, mais quand même. Donc c'est faut d'abord comprendre que le comité de Ciné7, c'est quand même plusieurs cellules, hein, donc il y a un comité qui est responsable de la sélection. Bon, moi j'étais plus aux communications, responsable du off et du hors les murs. Il y avait 3 personnes qui s'occupaient de la sélection. C'est sûr qu'il y a des choix déchirants. La La Land, c'est sûr qu'on aurait voulu le voir. J'avais, je vous le dis à vous, l'intention de le présenter à l'écran de glace, mais c'est un film de 2 heures et puis 2 heures à l'extérieur, c'était peut-être un petit peu on sait jamais d'avance la météo. Alors évidemment, il y a des choix déchirants. Donc il y a une partie évidemment qui est éditoriale là-dedans. C'est sûr que en ouvrant le film en ouvrant le festival le 19 avec Un ours et 2 amants à la salle de spectacle Jean-Marc Dion avec Kim Nguyen qui sera présent, c'est pas pour rien. C'est pour rejoindre aussi notre thème nordicité. On sait que ça se passe dans un environnement très nordique, un environnement hivernal. Il y a des choix comme ça qui sont voulus. Il y a des choses qu'on doit laisser de côté malheureusement. Mais on aura peut-être des petites surprises, je peux rien dire pour l'instant, mais il y aura peut-être quelque chose qui s'ajouterait peut-être pendant le festival. À ce moment-là, évidemment, on vous tiendra au courant. Et puis Tu l'as dit, Michel, il y a des films qui viennent de partout. Par contre, à chaque année, on le voit très bien dans votre programmation, on donne en quelque sorte une priorité au cinéma d'ici. Là, encore une fois, c'est le cas. Écoute, on parle de 36 films là-dessus. Il y en a quoi, une quinzaine que c'est des films québécois? Oui, à peu près 15. Et il y en a un qui est une coproduction. Et c'est le film de Xavier Dolan qui est coproduit avec la France. Donc, c'est à peu près, oui, une quinzaine de films. On tient vraiment à laisser la place au cinéma d'ici. Et puis, c'est l'occasion de voir des films qui seraient peut-être pas à l'affiche parce que, bon, évidemment, Ciné-Centre a des choix aussi à faire dans sa programmation annuelle. Donc, c'est l'occasion du 19 au 29 pouvoir voir des films en salle aussi. Est-ce qu'on peut garder cette idée de regarder des films en salle? Donc il y a quand même quelque chose de magique autour d'aller dans une salle de cinéma. C'est pas la même chose que si vous êtes dans votre salon à regarder un DVD. Donc effectivement, là, du côté du Québec, on est très bien servi cette année avec des belles visites aussi. Marc Séguin, dont outre Kim Nguyen, il y a Marc Séguin, dont on a beaucoup parlé avec son film qui met en vedette Fanny Mallette avec Céline Alice. Il y a Wassescoon également, Steve Patry qui sera des nôtres également, Mes nuits feront écho avec Sophie Goyette. Donc tout ça, c'est pour rendre hommage, bon, d'abord aux artisans, aux réalisateurs qui viennent nous rendre visite. Et leur permettre aussi de rencontrer les cinéphiles ici. C'est l'occasion pour les cinéphiles de poser des questions sur comment ça s'est passé, comment le film s'est construit. L'occasion pour les cinéphiles de rencontrer les artisans du cinéma. Ce serait le fun de regarder la programmation dans le détail, chaque film, puis de les commenter. Mais on a un programme qui le fait. Hein? On a un site Internet aussi. Moi, depuis quelques années, je rends hommage aux organisateurs du Ciné7 pour la qualité du site Internet qui nous permet même de monter notre horaire. Là, tout ça, c'est quand même bien fait. Ça vaut vraiment Est-ce que la programmation est déjà dessus? Là, actuellement, oui, ciné7.ca. Oui. Alors bon, tout était réglé au quart de tour pour qu'à 11h, on vous reçoive dans les bureaux Télé-Québec et que la programmation soit en ligne. Apparaît sur le site Internet. Dame Nature qui nous fait des petits marqué à venir depuis quelques jours. Là, le monde va voir quasiment tous les jours. C'est encore marqué à venir, Moses. Mais écoutez, c'est déjà fait. Ça devait se faire, je crois, vers 9h30, 10h ce matin. Là, donc, ça devrait être... tout est là. Comme vous avez dit, Jean, écoutez, c'est l'occasion de faire votre horaire. Il y a ce petit système qui existe depuis quelques années où vous pouvez faire votre horaire parce que c'est pas évident de coordonner tout ça. Il y a plein de films qu'on veut voir, mais il y en a qui sont projetés dans une première partie du festival, d'autres dans la seconde. Et la page Facebook aussi. Écoutez, on va vous tenir au courant de tout ce qui se passe pendant le festival, des photos également, soirée d'ouverture, des choses comme ça. Donc ça vaut la peine d'aller sur la page Facebook. Évidemment, c'est le moyen pour avoir de l'actualité là en continu quotidienne. Toi, tu l'as vu, tu l'as étudié, t'en as vu des films là-dedans. Quel celui que tu recommandes en particulier? Ça, c'est toujours la question. Que tu veux pas manquer, là. C'est toujours la question. Écoutez, je pense que je vais me lancer. Il y a évidemment le film de Francis Legault, Le goût d'un pays avec Gilles Vigneault et Fred Pellerin. Ça, c'est sûr que j'y serai. Marc Séguin, on en a parlé. Stelling Alice, c'est sûr que j'irai voir ça. Il y a également, écoutez, il y a des films français. Il y a
Dans les forêts de Sibérie, il y a également les films des frères Dardenne, La fille inconnue. Écoutez, chaque fois la question nous est posée en édition, il y a tellement de choses qu'on voudrait voir. Wassescoon, c'est sûr qu'il faut aller voir ce film-là de Steve Patry. Encore une fois, Steve Patry qui sera présent. Si vous allez sur le site, vous allez voir là, à quel moment, tout dans la programmation, le programme de Ciné7 2017 vous donne exactement là, les moments où les réalisateurs seront présents. Mais pour répondre vraiment à ta question, Jean, là, il y a vraiment beaucoup de films. Nelly de Ariane Aymon, ça c'est toujours pareil, hein, ils sont pas capables de nous dire un film. Il y en a 36, pareil, les porte-paroles des événements. Je vais te le demander à toi, Valérie. Tu épluches la programmation, ta feuillette depuis ce matin. C'est sûr que moi j'aurais dit La La Land, mais là il est pas là. Non, mais moi j'ai mis le film Elle, qui est un film français qui s'est démarqué aux Golden Globes en fin de semaine. C'est sûr que Xavier Dolan, je vais aller voir ça. Moonlight aussi, qui est bien placé pour la course aux Oscars. Nelly, écoute, il y en a tellement. Pays de Chloé Robichaud aussi, qui est super intéressant. Puis du côté du cinégraphe, vous avez Manchester by the Sea, qui est très intéressant lui aussi. Avant de parler des activités qui s'en viennent assez vite pour le Off Festival, pendant le festival du 19 au 29, il y a certains rendez-vous autres que d'aller voir un film, entre autres Hors les murs. Et c'est l'occasion de rejoindre aussi dans le Hors les murs notre thème Nordicité, Nordiciné. Le lendemain de l'ouverture, le vendredi à 19h30 à l'auditorium du Cégep de Sept-Îles, un panel de discussion avec Marie-Ève Vaillancourt du Grénoc, que vous connaissez bien, groupe de recherche d'écriture sur l'écriture nord-côtière. Il y aura également présent Daniel Chartier de l'UQAM, qui est un peu une sommité lorsqu'on parle de nordicité au Québec, donc qui est titulaire de la chaire de recherche images du Nord. Il y aura également René Robitaille des cinémas parallèles. Et je voudrais vraiment spécifier Eddie Malenfant qui sera avec nous. On tenait cette année à rendre un petit hommage particulier à Eddie Malenfant. Eddie Malenfant qui sera dans la programmation off qui commence demain. Donc Eddie sera avec nous demain à 19h30 à l'auditorium du Cégep dans le cadre du off qui se déroule jeudi, vendredi et samedi pour la présentation de son film Inou. Et il fera partie également du panel de discussion qui risque d'être vraiment intéressant. Donc, panel de discussion nordicité et cinéma. Bon. Et écoutez, il y a plein d'autres hors les murs. Donc, la collaboration de nos amis de l'équipe Kino Sept-Îles. Tout à fait. Les courts-métrages, ça, il faut absolument pas manquer ça. Ça, c'est le samedi, donc, au Musée régional de la Côte-Nord, des productions courte d'ici en kino et aussi ça fait 3 ou 4 ans en collaboration avec le festival Regard de Saguenay. Donc on nous propose une sélection. Il y aura 7 courts-métrages qu'on a vus parce que on était un comité également pour faire la sélection de ces courts-métrages-là. Il y en a qui sont des bijoux, des chefs-d'œuvre, c'est vraiment délicieux avec beaucoup d'humour. Il y a des choses vraiment intéressantes à voir de ce côté-là. L'écran de glace. Samedi et dimanche 28 et 29 janvier. On finit le samedi soir. En fait, pas on finit, mais le samedi soir, on projette un film qui est assez rigolo, qui a remporté le César 2016 du court animé, de Céline Deveau, qui s'appelle Le souper, mais là, le repas dominical, voilà. Donc, 15 minutes autour d'un repas dominical qui est assez intéressant à regarder. Il y aurait aussi dans cette soirée-là 2 ou 3 autres films d'animation. Et j'invite vraiment les familles le samedi, à partir en fin d'après-midi, de venir voir La Légende de Sarila. Ça vaut vraiment la peine. Là aussi, on rejoint notre thème nordiciné, parce que ça se passe en hiver. Et ça, c'est un film qui est pas si récent que ça, mais on s'est dit, mon Dieu, ça vaudrait la peine de l'inclure dans notre programmation. Ça va être l'occasion pour toute la famille de venir à l'écran de glace, au vieux poste de Sept-Îles. Une bonne idée, d'ajouter du off Ciné7. Ça va se passer, ça commence dès demain. Il y a des activités à différents endroits, notamment dans des bars à Sept-Îles le samedi soir. Moi, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est comme initiative du comité, c'est qu'on se donne plus d'ouvrages, là. Oui, tout à fait. C'est tout bénévole au comité organisateur. Écoutez, il y avait des propositions qui nous étaient faites, on disait, mon Dieu, ça serait vraiment bien d'inclure des gens qui ont fait des choses dans la région. Aider mon enfant, c'était comme incontournable cette année. Daniel Le Saunier, on a entendu parler de Don Darby, le documentaire qu'il a fait autour de ce grand sculpteur qui vient de Bécomo. Donc, dans les deux cas, jeudi et vendredi, les réalisateurs sont sur place. Vous pourrez poser vos questions. Et samedi, dans une formule 5 à 7, c'est en haut, chez Edgar.
C'est organisé par Télé-Québec. Et là, on y va avec du cinéma sonore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image et ce sont des créations sonores. Et il y aura 2 créations qui sont proposées. Mais on appelle du cinéma muet, mais le cinéma sonore, c'est autre chose. Là. Oui, ça, pas d'image. Pas d'image. Donc, c'est des choses qui sont qui deviennent de plus en plus à la mode, c'est-à-dire de pouvoir pénétrer un monde sonore en imaginant peut-être soi-même les images qui vont avec ça. Donc ça va se passer jeudi, vendredi et samedi. Donc on met comme un pied en avant dans le festival et puis le jeudi suivant, boum, c'est parti. En terminant, les informations pratico-pratiques, là, genre les passeports, que ça coûte combien, les rabais, le ciné-graffiti, les réservations, tout ça, c'est disponible sans doute sur le site Internet, mais il y a quand même des forfaits, hein, payés moins cher. Tout à fait. Donc, pour les billets réguliers, les livrets de 10 et 5 billets, donc dans l'ordre 75 et 45 $, tout ça est disponible au Ciné-Centre de Sept-Îles, à la librairie Côte-Nord et puis au graffiti de Port-Cartier. Et puis, pour les 60 ans et plus, les étudiants, il y a un rabais pour les livrets de 10 billets, donc c'est au coût de 60 $. Et mon Dieu, profitez-en pendant cette période là, où on tombe en mode cinéma. Pour ceux qui sont vraiment cinéphiles, allez voir des 10 films. Lorsqu'on voit 10 films là, dans 2 semaines, là, on tombe vraiment en mode cinéma. Et c'est toujours agréable de faire aussi le choix des films qu'on ira voir. L'information complète, les affiches, des liens vers des extraits des films, www.ciné7, ça s'écrit avec le chiffre 7, là, ciné7.ca. Et la page Facebook. Michel Naud, un gros merci pour ta participation à Côte-Nord Attitude ce midi. Désolé que la tempête ait perturbé votre conférence de presse. On aurait aimé ça y aller et prendre un café à Télé-Québec. On s'en tire quand même. Merci à vous de m'avoir invité. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. Elle sera gigantesque. Elle soufflera sur presque tout. Elle est attendue pour ce jeudi 12 janvier. Une tempête d'économie qui durera 3 jours arrivera à la mercerie Armand Charrette. Jusqu'à 70% de rabais sur presque toute la marchandise en magasin, dont les collections Report, Horst, Nautica et Léo Chevalier. Et pour vous, mesdames, obtenez également jusqu'à 70% de rabais sur tous les manteaux. Elle est prévue pour jeudi le 12 janvier. La grande vente fin de saison à la mercerie Armand Charrette, 459 Brochu. La mercerie sera fermée mercredi le 11 janvier pour préparer la méga-vente. Le Cégep de Sept-Îles tient à aviser les élèves qu'il sera ouvert cet après-midi. Les employés sont priés de se présenter au travail avec leur horaire habituel. Je répète, le Cégep de Sept-Îles tient à aviser les élèves qu'il sera ouvert cet après-midi. Les employés sont priés de se présenter au travail avec leur horaire habituel. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Valérie, on va parler maintenant du marché immobilier qui est en train de s'effondrer à cette île. Il y a quelqu'un qui tient des statistiques à jour là-dessus. Là. C'est toujours très intéressant quand on nous les envoie. Mais là, c'est encore plus intéressant parce que, bon, le dernier mois des statistiques, c'est décembre. Ça complète une année complète. On peut comparer d'une année à l'autre aussi. Monsieur André Richard, des évaluations Richard et Associés. Bonjour, Monsieur Richard. Oups, je pense qu'il faut que j'ouvre son micro, ça va aller mieux. Bonjour, Monsieur Richard. Bonjour. Monsieur Richard, vous étiez sur la route, vous avez 2 bureaux, vous, à Sept-Îles et à Bécomo. Là, vous êtes au bureau de Bécomo. La route était pas trop méchante ce matin? Non, ça allait vraiment bien, sauf la partie entre Sept-Îles puis Baie-Trinité, les Caribou un peu, là, mais à partir de ça, là, c'était sur pavé humide, puis ça allait vraiment bien. Et puis c'était bien déblayé aussi, là, parce que franchement, les grattes étaient vraiment à l'œuvre. Mais faites attention pour votre retour, là, parce que ça tournait à pluie plus tôt que chez nous, du côté de Bécomo. Des fois, ça peut glacer la route, là, avec quand ça va refroidir un peu plus tard aujourd'hui, là. Oui. Je reviens juste demain soir. Ah, bon, ça va être mieux d'ici, là. Monsieur Richard, on va parler du marché immobilier, là. J'ai vu vos statistiques que vous nous avez envoyées cette semaine. Les transactions sont en baisse partout sur la Côte-Nord, hein? Ben oui, effectivement, hein. Oui. C'est ça, c'est le contexte économique qui veut ça, je présume, parce que les explications, ça tourne autour de ça, dans le fond. C'est le plan Nord, où, en fait, toute l'économie, dans le fond, de la Côte-Nord qui est au ralenti. Ouais, pour cette île, c'est quand même une grosse baisse, là. Si on compare 2016 à 2015, 44 maisons de moins vendues, seulement 138 maisons vendues. Avant ça, c'était tout le temps 180 et plus, quand même, là. Ah oui, effectivement, là, je pense que on a connu, en fait, une année de creux de vague, là. Les chanceux qui ont réussi à vendre leur propriété, ils sont 138.
Mais effectivement, on peut dire que l'année 2016, là, ça n'a pas été trop florissant. Mm-hmm. Il reste que pour cette île, je trouve que le prix des maisons vendues est encore assez élevé. On parle quoi de 237 000 $. Ça se rapproche encore de l'évaluation municipale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont patients avant de vendre leur maison. Exactement. Oui, vous avez une bonne lecture de ça. Mais, effectivement, c'est ce qu'on perçoit, c'est qu'on s'aperçoit qu'effectivement, les gens veulent pas trop baisser leur prix. Ils tiennent un peu à leur prix qu'ils avaient payé peut-être à l'origine, mais c'est ça. Et malgré tout ça, on connaît quand même, en tout cas, des valeurs qui sont acceptables, en fait, pour le contexte économique qu'on peut avoir là. Mm-hmm. Et puis, ce qui est marquant là-dedans, c'est que c'est dans le fond, c'est vraiment un marché d'acheteurs. Hein? C'est la personne qui a du cash puis qui a besoin d'une maison à cette île Port-Cartier. Il est avantagé d'un contexte comme ça. Absolument. Puis même pour les reprises des finances, dans le fond, il y a une possibilité justement d'aller chercher des aubaines dans certains cas. Et les prêteurs, évidemment, ils veulent pas rester avec un portefeuille immobilier avec eux autres. Ça fait que ils sont prêts à négocier puis à réduire leur propriété puis à faire en sorte que ça devienne des prix dérisoires là, pour vendre leur propriété. Ouais, quand je regarde vos chiffres, là, j'ai l'impression que la pire situation actuellement, c'est à Havre-Saint-Pierre. Normalement, il se vend quoi? 28-30 maisons par année, puis en 2016, seulement 6. Ah ouais, c'est désastreux. On peut peut-être qualifier ça de marasme économique parce que effectivement, là-bas, là, c'est plus que de la morosité. Là. Effectivement, les gens sont pas enclins à vouloir acheter quoi que ce soit pour l'instant. Et même les prêteurs qui ont des reprises de finances là-bas, ils se grattent la tête. Ils disent comment ça qu'on n'a même pas d'offre pour une propriété qu'on est capable de liquider à prix ridicule. Puis on n'a même pas d'offre. Ça fait que ça dénote justement qu'il y a un malaise là énorme. Ouais, je pense que la situation économique est à son plus bas à Havre-Saint-Pierre. Là, moi, j'ai vécu là 7 ans. L'économie est basée beaucoup sur Rio Tinto, fer et titane. Là, on l'appelait QIT dans le temps, là, mais là, le ralentissement, il se fait sentir partout. Ben oui, tu sais, les ouvriers, ils sont sujets, dans le fond, à ce qui se passe à la mine. Et puis si Rio Tinto décide demain matin de les faire travailler juste 24 semaines, et vous savez, toute l'économie s'en ressent, là. Du côté de Port-Cartier, la baisse s'est faite quand même sur 3 ou 4 ans, mais c'est une baisse assez importante. Si on regarde 2006, 100 maisons, 2016, 37 maisons, c'est une grosse différence. Oui, effectivement, oui. Ah, là aussi, le contexte économique n'est pas trop intéressant. Et si vous voulez, ils sont sujets, eux autres aussi, aux fluctuations du marché. Les gros employeurs qui sont dans le coin, eux autres aussi souffrent de tout ça. Ça fait que tant et aussi longtemps là, qu'il n'y a pas de reprise potentiellement intéressante, là, et ça va être encore une année, en tout cas, à surveiller probablement pour 2017-2018. Là, j'ai bien l'impression qu'effectivement, là, on va avoir à peu près le même contexte. Oui. Si on regarde les transactions, là, la répartition mensuelle de tout ça, janvier, c'est toujours tranquille. Hein? C'est pas là qu'on négocie des maisons. Ça va se faire plus en mars-avril. La grosse saison, c'est le printemps d'habitude. Oui, effectivement. Là, au printemps, là, on dirait qu'il y a comme un dégel là, de partout. Puis effectivement, là, les gens sont prêts peut-être à négocier, à regarder effectivement s'il y a des choses intéressantes à l'horizon. Puis on a parfois aussi on a des nouveaux arrivants dans le décor. Ça fait que les gens aussi changent à un moment donné de sorte de propriété. Et, ils partent, mettons, de la maison mobile, ils s'en vont vers une maison unifamiliale ou ça devient aussi quelque chose d'intéressant, en fait, à l'horizon. Mm-hmm. Vous, votre travail, c'est dans l'évaluation, hein? Vous n'êtes pas un conseiller aux gens qui veulent vendre ou tout ça. Il y a des agents d'immeubles qui font le travail. Au niveau de votre travail, ça vous donne plus de travail, quoi? Une période comme ça, il y a plus de maisons sur le marché, il y a plus d'évaluation. Ouais, ben dans le fond, moi, je suis un peu tributaire de ce qui se passe sur le marché. Et, dans le fond, moi, tout ce que je fais présentement, dans le fond, c'est soit des évaluations pour des gens qui veulent faire des rénovations de leur propriété, soit des gens qui veulent vendre leur propriété et ils savent pas trop quel prix demander, ou encore, je fais depuis quelque temps, en tout cas, c'est des reprises de finances que j'ai à évaluer, puis ça, c'est un peu dommage, mais effectivement, quand ça va mal, il y a des reprises de finances, quand ça va bien, les gens vendent facilement. Ça fait que dans les deux contextes, en fait, j'ai des évaluations à faire.
Et les agents d'immeubles, on en connaît tous des agents d'immeubles à cette île, là, ils sont toujours bien affichés. On a l'impression qu'ils sont en campagne électorale à l'année avec leur affiche avec photos souvent. Ces gens-là vivent des moments difficiles aussi, j'imagine, hein? Sûrement, hein, parce que on envoyait justement une agent d'immeuble, une courtier là, qui a décidé d'aller avec du proprio. Elle s'assure de ce moment-là, en tout cas, d'avoir une commission tout au moins pour ces transactions. Ça fait que, à défaut, en tout cas, d'avoir des meilleures transactions, elle prend ce qui passe pour l'instant, parce que c'est sûr que quand vous chargez 5% ou 6% de commission, puis vous vendez normalement des propriétés autour de 300 000, ça court pas les rues de ce temps-là. Là. Ça fait que, il s'en vend quand même à 300 000, là, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit un prix moyen à 237 000, parce qu'effectivement, les prix tournent autour de ça normalement. Ça fait que c'est sûr qu'il y en a qui se vendent à 150 000, mais il y en a qui se vendent à 400 000 aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça là, que on arrive avec un prix moyen durant toute l'année 2016 à 237 000. Et il y a encore des transactions intéressantes, c'est sûr, mais parce que moi, dans le fond, j'ai dans mon 237 000, puis dans le taux de 138 transactions, ça tient compte seulement dans le fond, du centre-ville de cette île, en fait, à partir de Place d'Allange jusqu'à Plage d'Évêque. Je tiens pas compte de ce qui s'est vendu à Moisy, ni à Galix, ni je tiens compte de Taxité, mais je tiens pas compte de ce qui s'est vendu à Galix, par exemple. Bon, quand même, c'est une grosse partie du territoire de la ville de cette île. Avez-vous l'impression que ce qui s'est passé le 30 décembre, là, vos statistiques ne tiennent pas compte des chalets non plus, puis des terrains qui a pas de maison dessus qui se vendent, là, je pense, mais il va peut-être avoir des opportunités, des chalets pas chers, même s'ils sont à moitié détruits. Oui, effectivement. J'en avais une transaction, une évaluation à faire sur la rue des Galets, entre autres, justement. Puis il est survenu le fameux dégât là, le 30 décembre. Ça fait drôlement chuter la valeur d'une maison, ça? Ben oui, mais c'est pour ça qu'ils m'ont dit mettez ça sur la glace pour l'instant, parce que là, c'est ça, les gens étaient partis à l'extérieur, puis ils envisageaient d'être transférés par une institution, là. Oui. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont obligés de faire des grosses rénovations dans leur maison parce qu'ils ont eu des dégâts. Puis ils s'entendaient pas vraiment à ça, parce que dans le fond, quand tu as un enrochement en face de ta propriété, t'es loin de te douter qu'un jour les vagues vont passer par-dessus. Ouais, en tout cas, ça va peut-être affecter le marché des transactions en 2017. Là, ça va être à suivre. En terminant, M. Richard, vous savez que le passé n'est pas toujours garant de l'avenir. Là, vous, sur le terrain, avez-vous l'impression que 2017, ça va être une certaine reprise pour le marché immobilier, quoi? Le prix des maisons va baisser, les acheteurs peuvent attendre encore un peu? C'est sûr que ça va être encore un marché d'acheteurs, je présume, parce que le contexte économique, en tout cas, c'est sûr que j'ai pas la boule de cristal nécessaire, mais il me semble qu'on voit pas poindre à l'horizon quelque chose de majeur qui pourrait relancer l'économie là, dans toutes les sphères. C'est sûr qu'à cette île, entre autres, on a eu quand même des gros investissements. Tu sais, quand on pense au pénitencier, la rallonge du Gustave Gauvreau, la piscine préscolaire. Oui, ça a maintenu des emplois, ça? Oui, c'est sûr que ça fait en sorte de maintenir les gens en place. Mais comme certaines me disaient, c'est que ça n'a pas amené nécessairement de l'eau au moulin pour la plupart des détaillants de cette île. Oui. En tout cas, on va surveiller ça. Tantôt, avec Russell Tremblay de Développement économique, on va justement parler des perspectives. Des fois, ça prend juste une petite annonce. Là. Si on annonce Ménorno en 2017, par exemple, ça affecte directement le marché immobilier, j'imagine. Oh, sensiblement. Je compterai pas là-dessus. C'est pas immédiat, nécessairement, c'est ça? Non, je compterai pas là-dessus nécessairement. Mais depuis quelques semaines, je vois transiter sur la route 138 un paquet de wagons là, qui sont amenés sur des fardiers. Je ne sais pas s'il y a un nouveau minéralier dans le coin ou s'il y a quelqu'un qui part une mine, mais ou s'ils changent les wagons tout simplement d'une industrie, là, mais c'est incroyable de voir ça. Il y en a au moins une centaine qui ont passé sur la route 138. Ah bon, c'est de l'activité économique aussi. Ça, Monsieur André Richard de Évaluation Richard et Associés. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct ce midi à Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Au revoir. Attitude.
Ici Guy Jodoin. C'est le grand solde à 1 ou 2 $ chez Super C et c'est énorme! Il y a des centaines de produits à seulement une pièce ou deux. Ça revient pas cher du panier, ça? Fait que venez donc faire un tour pour économiser. Et pour économiser gros, jusqu'au 11 janvier chez Super C, les pâtes alimentaires Sélection format 900 grammes sont à 3 pour 2 $. Et les 2 litres de boissons Pepsi ou Coke sont à 1 $ seulement. Ratez pas ça! Le grand solde à 1 ou 2 $, c'est des rabais de bord en bord. Super C, c'est toujours frais, toujours en stock, toujours à bas prix, garanti. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Hey les filles, j'ai une super idée. Pourquoi ne pas aller s'entraîner en duo au Profil 2000? Parce qu'au Profil 2000, ils ont trouvé la bonne idée. Écoutez bien ça. On se place en équipe de 2 et on obtient 50% de rabais sur la deuxième inscription. C'est juste pour les filles. Donc, inscription en duo, 50% de rabais sur la deuxième inscription d'ici la fin du mois de janvier. Et c'est seulement pour les filles. Le Profil 2000, c'est la place pour une mise ou remise en forme par excellence. Situé au 25 rue Napoléon, 968-2004. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM. 94. On a parlé du premier événement culturel de l'année en ouverture de l'émission parce que Ciné7 dévoilait sa programmation aujourd'hui pour le festival de cinéma qui s'en vient très, très, très bientôt. Mais un autre gros événement culturel à venir qu'on doit être en train de préparer, de mettre beaucoup d'énergie dans la préparation, aura lieu en avril. C'est le Salon du Livre qui s'en vient aussi, Valérie. Oui, tout à fait. Le Salon du Livre de la Côte-Nord qui en sera à sa 33e édition. Et je peux te garantir qu'on travaille très, très fort justement pour le préparer, ce Salon du Livre-là. Et pour en parler, ce midi, on reçoit la directrice générale du Salon, Mélanie Deveau. Bon midi, Mélanie. Bonjour, merci de l'invitation. Là, on fait maintenant appel aux auteurs nord-côtiers parce que, comme dans ces éditions précédentes, le Salon du Livre fait une place importante aux auteurs de chez nous. Oui, en fait, c'est actuellement la période d'inscription. Nous, ce qu'on souhaite, c'est permettre aux artistes littéraires de chez nous de profiter d'une belle visibilité. Chaque année, dans le stand des auteurs d'ici, Hydro-Québec, les auteurs nord-côtiers ont une place réservée pour un certain nombre d'heures de séances de signature. Puis également, ils vont participer à d'autres activités littéraires aussi. On en a combien en moyenne à chaque année des auteurs nord-côtiers? C'est très variable. En fait, l'année dernière, on en avait aux alentours d'une quinzaine. Il y a des années peut-être moins fructueuses au niveau de la production littéraire ici. Il y a des années, ça tourne autour de 8-9 peut-être. Donc, à voir pour cette année. On peut lire dans le communiqué qu'il y a des critères d'admissibilité qui s'appliquent là. C'est quoi ces fameux critères-là? Oui, en fait, c'est 5 critères. L'auteur doit être natif de la Côte-Nord ou résident dans la région depuis au moins 1 an. Il doit aussi avoir publié au cours des 2 dernières années dans une maison d'édition reconnue ou à compte d'auteur. L'œuvre littéraire doit être disponible en librairie et doit avoir un ISBN. Et l'éditeur de l'auteur ne doit pas être présent comme exposant au Salon du Livre. Et puis, ça s'en vient. Il y a aussi tout le volet jeunesse. Les enseignants sont à l'écoute aujourd'hui, Mélanie, parce qu'il y a une tempête de neige, les écoles sont fermées. Là, c'est peut-être le temps de lui passer le message. En fait, on a eu une très, très belle réponse des enseignants parce que la période d'inscription pour les journées scolaires du Salon qui ont lieu les jeudis et vendredis du Salon, c'était avant les fêtes, donc novembre-décembre, on a une super belle réponse, donc une année record de participation au niveau des écoles. Mais vous avez raison, Jean, dans quelques semaines, ce sera au tour de la tournée littéraire jeunesse. Les professeurs vont devoir faire leur choix pour recevoir un auteur en classe. À ce moment-là, nous allons dévoiler les auteurs et les illustrateurs jeunesse de notre tournée littéraire Hydro-Québec. Oui, si on se fait à l'histoire, elle est toujours riche. C'est pour ça qu'elle a du succès, votre programmation jeunesse. Là, les jeunes des écoles primaires, secondaires viennent rencontrer des auteurs dont ils ont déjà lu les livres, qu'ils connaissent. Le volet jeunesse, c'est important au Salon du Livre. Oui, c'est super important pour nous. On le dira jamais assez. Là, dans le fond, des jeunes lecteurs ou des enfants qui commencent à lire tôt conservent leurs bonnes habitudes de lecture au fil de la vie. Et puis, pour nous, c'est important. Dans le fond, on a environ 25 à 30 activités jeunesse les jeudis et vendredis exclusivement. Puis, on en a quelques-unes la fin de semaine aussi, notamment pour les jeunes publics, là, les enfants, les tout jeunes, entre, je vous dirais, 0 et 4 ans aussi, avec notre spectacle jeunesse qui est un peu plus d'envergure. Donc, c'est super important pour nous. Depuis quelques années, nous, on a des beaux projets aussi comme Choisis ton livre qui permet des dons de livres à des enfants. On a un partenariat aussi avec Avenir d'enfants et on donne des livres à des enfants de CPE. Donc oui, c'est très, très important pour nous. Ça, la tournée littéraire jeunesse, ça s'adresse aussi aux auteurs nord-côtiers. S'il y en a qui entendent ça et qui se disent « moi, ça m'intéresserait de le faire », ils peuvent aussi vous contacter, là.
Oui, tout à fait. En fait, ils ont jusqu'au 30 janvier prochain pour s'inscrire. Il y a quelques places de disponibles sur cette tournée. Habituellement, on a aux alentours de 10 auteurs qui parcourent les écoles. L'année dernière, on avait organisé près de 70 animations. C'était là encore une année super intéressante parce qu'habituellement, on en organise autour de 40, 45. Donc, vraiment, la réponse, elle est super bonne. Et les auteurs nord-côtiers, ils peuvent postuler aussi pour faire partie de cette tournée littéraire-là. Mélanie, le comité est au travail depuis déjà plusieurs mois. Comment ça avance, le travail pour le Salon du Livre? Ça avance super bien. On a déjà signé plusieurs ententes avec des maisons d'édition. Plusieurs auteurs sont confirmés déjà. Je vous vois venir, là, avec cette question-là. Vous êtes frustrantes, les filles, là. Vous connaissez toutes les deux des noms d'auteurs qui vont venir à cette île, le nom de la présidence d'honneur, puis vous nous le dites pas, là, à midi, hein, c'est ça? Non, on vous le dit pas, mais Jean, vous avez été chanceux. Vous, au mois de décembre, vous avez eu un scoop, là, quand l'auteur Lucinda Gabriel vous a confirmé qu'elle serait présente. Donc, je pense que ça vous permet de tenir jusqu'à la conférence de presse du mois d'avril. Ouais, je dois avouer, je me suis fait critiquer en invitant Lucinda parce qu'il y a des gens qui mettent ça dans le moins sérieux que le contenu normal de notre émission, mais au Salon du Livre, ça marche très très fort, ces affaires-là. En fait, les éditions David nous envoient cet auteur. Ça fait plusieurs fois qu'elle participe. C'est un genre littéraire, donc nous, les éditions pas les éditions de David, les éditions Dauphin Blanc, pardonnez-moi, c'est pas du tout la même chose, envoie des auteurs, donc Lucinda sera présente comme une cinquantaine d'autres au prochain Salon du Livre. Et ça aussi, c'est important de le souligner qu'au Salon du Livre, il y a vraiment la mission de couvrir tous les genres littéraires et vraiment tous les domaines là, qu'on peut retrouver dans le monde du livre. Oui, tout à fait. Dans le fond, nous, ce qu'on offre, c'est de la littérature variée. On essaie de couvrir l'ensemble des créneaux. C'est sûr que ça dépend aussi des auteurs que les maisons d'édition veulent bien envoyer chez nous. Là, ça fonctionne non pas seulement par invitation, comme on peut penser souvent. Donc, oui, on essaie de couvrir et on essaie aussi d'être nouveau d'une année à l'autre, là, de pas toujours présenter les mêmes sujets de conférences et de tables rondes et tout ça. Aujourd'hui, on est obligé de se contenter du dévoilement qui n'était pas rien qu'on a eu sur nos ondes, entre autres, de la programmation du Ciné 7. On comprend votre stratégie quand même, Mélanie. Là, on n'annoncera pas comme ça d'une entrevue à radio des noms qui vont venir au mois d'avril. Mais quand? On veut savoir quand même? Vous saurez, au début février, vous saurez à tout le moins les auteurs et illustrateurs jeunesse qui parcourront les écoles. Et puis, sinon, la conférence de presse de dévoilement aura lieu le 11 avril prochain. Bon, et puis là, je regarde les gens là par la fenêtre ici là qui sont en train de déneiger ou de tourner en dessous de leur roue. Il y a été une époque où c'était en février. On doit être content que ce soit en avril, hein, pendant la saison de crabe. C'est le fun pour tout le monde, le Salon du Livre. On est très content, comme ça, on est assuré que les livres arrivent. Il y a des années où ça a été compliqué, très problématique, également par rapport à nos stands qui arrivent de l'extérieur. Donc, non, c'est parfait. Quoique, on a déjà eu des tempêtes aussi à la fin avril, là, si on remonte à 2-3 ans. Il y avait encore de la neige à cette époque. Mais la saison du crabe, quand même, pas à renier pour l'attrait des auteurs, entre autres. Non, pas du tout. Plusieurs d'entre eux repartent avec des boîtes de fruits de mer sur l'avion. Bon, on va vous laisser aller planifier ce qui reste à planifier du côté du Salon du Livre. On le sait qu'on va avoir un beau salon encore cette année, en avril prochain. Là. C'est toujours parce qu'on est anxieux qu'on aimerait ça savoir d'avance. Je comprends, mais on est dans le secret des dieux. Mélanie Deveau, directrice générale du Salon du Livre de la Côte-Nord, un gros merci pour ta participation en direct à Côte-Nord Attitude. Merci à vous, à bientôt. Côte-Nord Attitude. Je suis le super-héros de la boutique attraction. Non, ça manque de conviction. Je suis le super-héros de la boutique attraction. Ouais, ça, c'est bon. Es-tu rendu que tu parles tout seul? Non. Me semble. Et mon super-héros préféré possède quel pouvoir? Ben là, le pouvoir de faire économiser. Avec la boutique Attraction, c'est 50% de rabais minimum sur plusieurs produits partout au Québec. Hôtels, restaurants, divertissements, boutiqueattraction.com, de tout pour plaire à chaque super-héros qui sommeille en nous. La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles. C'est notre première chronique de 2017 avec Développement économique Sept-Îles. Rossel Tremblay est avec nous. Bonjour, Rossel. Allô, Jean. On va te souhaiter une bonne année pour 2017. Là, on va peut-être parler d'ailleurs des perspectives économiques. On espère une meilleure année que les deux dernières quand même, hein? Oui, ça
n'a pas été très très bien dans les 2 dernières années, mais bon, en 2017, il y a quand même peut-être des bonnes nouvelles qui pourraient arriver. Là, on entend impatiemment, bien entendu, Minarno, qui en 2017, c'est une année charnière pour eux. On sait qu'il y a des discussions avec des promoteurs qui sont très avancés. On devrait le savoir assez rapidement si ce projet-là va aller de l'avant. Il y a également aussi Champion Ironman, qu'on se fait dire que dans les prochains mois, il va y avoir des grandes décisions qui vont être prises avec, si on se rappelle bien, Champion, c'est ceux qui ont racheté les actifs de Cliff là, du côté du lac Bloom. Donc, eux avaient quand même un intérêt très fort à relancer la mine du lac Bloom. Et d'ailleurs, il y a des articles au niveau international qui disent que c'est le, excusez-moi l'expression, le deal du siècle là, au niveau de Bloom Lake là, du côté de Champion. Là. On regarde tranquillement augmenter. À la fin de 2016, en tout cas, on a regardé tranquillement monter le prix de la tonne de fer sur les marchés mondiaux. Ça va être quand même important là pour un projet comme Champion. Faut que ça se poursuive en 2017, cette montée-là. On est quoi à 78 $ la tonne US ce matin. C'est quand même mieux que ce qu'on a connu, entre autres en 2015. Hein? Oui, mais 78 $ US, c'est quand même très intéressant quand on sait qu'il y a quand même une prime pour le fer du Canada, étant donné sa pureté et sa concentration. Donc, pour ça, là, si on tombe dans des chiffres là, qui sont plus acceptables, bon, la plupart des analystes, lorsqu'on fait une revue là, au niveau international, nous disent que le plus bas prix au niveau du minerai de fer semblerait être derrière nous. Donc, pour cette île et pour la Côte-Nord, ça reste quand même des excellentes nouvelles là. Qu'est-ce qui s'en vient? Là. Russell, dès cette semaine, là, on a un rendez-vous avec Développement économique cette île, les gens intéressés, les gens impliqués dans le développement chez nous. Une rencontre où on va présenter les activités. Ça, c'est intéressant pour le public. Hein? Oui, en fait, nous, on a une grande dualité là, lorsqu'on travaille pour Développement économique cette île et qu'on fait les communications de Développement économique cette île. Habituellement, on parle jamais de la corporation, on parle toujours de cette île, on parle de son économie, on vante ses avantages. Donc, à chaque fois qu'on parle dans les médias, c'est jamais pour la corporation. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on agit comme de cette façon-là, c'est que les gens ne connaissent pas c'est quoi nos services, on sait pas c'est quoi la corporation économique, on entend parler un peu partout, mais on sait pas concrètement ce qu'elle fait. On avait commencé là, l'année passée à faire le tour de certains regroupements de citoyens, donc des organismes communautaires comme le Club Lyon, le Club Richelieu. On a fait des présentations qui expliquaient le développement économique cette île. On a même fait la même chose là. On a eu une demande de la part des gens de la Caisse populaire. On avait été présenté c'est quoi des développements économiques cette île, c'est quoi notre vision du développement économique, c'est comment qu'on travaille là-dedans pour faire avancer les dossiers. Et on s'est dit pourquoi on va pas un peu plus loin, parce que historiquement dans les dernières années tous nos documents sont publics, notre rapport annuel, toutes nos activités sont sur le site web. À chaque fois qu'il y avait des gens qui nous contactaient là à la corporation, on prenait le temps de leur expliquer qu'est-ce qu'on fait à Développement économique cette île. Mais on décide en 2017 d'aller un peu plus loin, donc prendre le taureau par les cornes et de vraiment ne plus être en mode attente, d'être plus en mode pas attente ni réactif, donc vraiment aller proactif et d'inviter les gens à venir voir et écouter qu'est-ce qu'on fait. Et également aussi nous poser des questions. Donc, savoir, là, OK, y a-t-il des choses là qu'on a mal vues ou des choses qu'il faudrait clarifier. Donc, un petit peu ce qui va se passer demain soir, ça va être à l'hôtel de ville, donc vraiment dans la salle où du conseil. On invite les gens, on va commencer par faire un tour d'horizon. Donc, dire qu'est-ce qu'on a fait en 2015, donc les documents qu'on a déjà remis là, sur notre site web et qu'on a déjà parlé avec les médias pour dire ce qu'on avait fait comme résultat. On va parler des grandes lignes des résultats de 2016. Donc, on sait que nous, notre assemblée générale annuelle, ça passe souvent autour du mois de mai, début juin, parce que nos états financiers sortent à la fin mars, début avril. Et on sait qu'on va avoir un AGA public là à la fin mai, fin juin en 2017. Pour expliquer les résultats de 2016, mais on va faire quand même un tour d'horizon de ce qui s'est fait là, en 2016. Puis on va également parler des perspectives de 2017. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend? Sur quel dossier qu'on va travailler. Pour notre finale, on va parler beaucoup de diversification économique à l'événement. Parce que c'est un terme qu'on parle régulièrement. Beaucoup de gens l'utilisent, mais il faut comprendre aussi c'est quoi le terme de diversification économique, comment qu'on l'entrevoit, nous, à Développement économique cette île. Puis, on va également aussi dire tout ce qu'on a fait dans le passé par rapport à la diversification économique. Parce qu'on part tout le temps, on a un certain préjugé face à la corporation économique, qu'on est juste dans le monde minier, qu'on s'occupe de l'aluminium,
l'aluminium puis du fer et rien d'autre, mais rien n'est plus faux. C'est assez impressionnant tous les dossiers qu'on a touchés pour essayer de développer de façon différente notre économie. Je vais donner des petits exemples comme ça, mais on en a des centaines qu'on va en donner là, demain soir. On a même travaillé dans les années 90 à essayer de mettre une bergerie à cette île pour faire du fromage avec le lait de chèvre. On a également travaillé au niveau de la transformation des produits marins, mais même encore plus loin, on essaie de regarder les résidus d'une transformation des produits marins. Est-ce qu'on pouvait valoriser ça? C'est des genres de choses qu'on a fait dans les années 90. On a également aussi travaillé au niveau début des années 2000 à essayer d'amener une équipe de juniors majeurs de hockey parce qu'on voulait améliorer la qualité de vie, également aussi le plaisir qu'on pouvait avoir à cette île. Malheureusement, il y a des contraintes du fait de notre éloignement et de notre taille de ville et nos infrastructures sportives qui ne pouvaient pas à ce moment-là faire en sorte qu'on pouvait accueillir une équipe de juniors majeurs. Début des années 90, on parlait de transformation d'aluminium. Donc, on voulait faire des tiges d'aluminium dans le coin de Pointe-Noire. D'ailleurs, la corporation possède toujours un terrain qui avait même été le commencement de construction d'une usine pour faire des tiges. Nous, on appelle ça le terrain Cabellum. C'est encore la propriété de développement économique Sept-Îles, mais c'est pour vous dire que la transformation d'aluminium, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on a essayé de faire des choses. On était très avancé, mais malheureusement, il y a toujours des facteurs externes qui font en sorte que ces genres de projets-là ne peuvent pas, ne se sont pas arrivés. Ben, ça risque d'être très intéressant. C'est à 19h demain, jeudi, le 12 janvier, à l'Hôtel de Ville de Sept-Îles. On pense parfois que le nom Développement économique Sept-Îles définit bien la mission, mais là, on voit que c'est diversifié, le développement économique. Ça va dans les sports, la culture, le social. On s'implique un peu partout, finalement. Oui, exactement. Même qu'à début des années 2011-2012, on a même tenté d'avoir des smart centers ici. Et ça a été une belle épopée. On a essayé de vraiment convaincre les grandes surfaces. Mais bon, notre taille de population fait en sorte que on passe pas les premières barrières pour ce genre de projet-là. Donc nous, oui, on touche à une multitude de secteurs. On regarde tous les pans de l'économie qu'on pourrait développer. Malheureusement, il y a des avec l'histoire, donc ce que les gens vont pouvoir voir là, demain soir, il y a des éléments qui, même si on a tout le bon vouloir du monde, on ne pourra jamais aller dans ce genre de secteur-là parce qu'on a des contraintes qui sont incontournables, qu'on ne pourra pas pallier. On a juste à penser à la taille de la population. Même si on est une grande ville sur la Côte-Nord, on reste néanmoins une population d'une trentaine de mille avec la communauté autochtone, ce qui est nettement insuffisant pour un dossier comme les Smart Centers. Il faut atteindre le chiffre magique de 50 000 populations. Sinon, on peut pas penser à ce genre de diversification-là. Donc, ça va être un élément qui va être... on invite les gens à venir nous poser des questions, à venir comprendre tout ce qui s'est fait. Puis, finalement, ça va être une activité qui va être très, très plaisante pour les citoyens de cette île. Bon, on le voit, hein, des fois, on doit travailler un peu dans l'ombre. C'est pas tout. On peut pas aller sur la place publique avec tous les projets qu'on étudie non plus du côté de développement économique cette île. Ce sera un bon endroit pour parler du fonctionnement et des activités. En terminant, Rossel, 2017, les priorités là pour le développement économique chez nous, il y a encore toutes sortes de dossiers sur la table. On devrait reparler, entre autres, du gaz naturel, hein? Oui, l'année de 2017 risque d'être une année ça a été un petit peu sur la glace en 2016 parce que bon, il y avait beaucoup de soubresauts dans l'économie. En 2017, le gaz naturel va refaire surface parce que bon, on a un changement de gouvernement là, il y a un peu plus qu'un an par rapport à beaucoup plus d'investissements canadiens là, du gouvernement fédéral. Donc, est-ce qu'on peut penser d'un pipeline? C'est le genre de démarche qu'on va essayer de tenter de faire. On sait qu'on a un grand donneur d'ordre que lui veut voir arriver pour 2018 le gaz naturel. On a le gouvernement du Québec là, qui a mis beaucoup d'efforts dans les dernières années et voir s'il y a un certain relâchement pour venir faire arriver le gaz naturel. Donc, c'est le genre de choses qu'on doit faire au niveau derrière les portes closes au niveau gouvernemental pour essayer de faire en sorte que le dossier comme le gaz naturel puisse voir le jour très 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 bientôt sur la Côte-Nord. Il y a également aussi la question, on était dans des années qui étaient plus difficiles, il y a plusieurs PME qui ont été fragilisées. Nous, on travaille beaucoup avec les PME pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fermeture, qu'il n'y ait pas de relocalisation. Donc, c'est le genre d'aide qu'on s'attend à voir en 2017 là, du côté développement économique cette île. Donc, à suivre en 2017. Je rappelle ce rendez-vous demain soir, jeudi, le 12 janvier à 19h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville sur la rue Dequin à Sept-Îles. Rossel Tremblay, je rappelle que tu es porte-parole de développement économique Sept-Îles. Un gros merci pour ta participation à l'émission. Ça fait plaisir, Jean. La chronique économique était une présentation de développement économique Sept-Îles.
Mais Valérie, la tempête a de l'air pas mal passée. Il faut croire qu'elle est rendue du côté de la Mingani parce qu'on vient tout juste de recevoir un communiqué. Le Bella Dégagné, ce navire qui fait la desserte maritime de la Basse-Côte-Nord, reste au port de Havre-Saint-Pierre. Alors, le Mont-Ventan est rendu par là. J'ai vu une vidéo tantôt. L'eau est venue encore à très, très haute, là, la promenade dans le secteur de la rue Arnaud et du Vieux-Quai. Mais je pense que c'est beaucoup moins catastrophique que le 30 décembre dernier. Eh bien, sur ce, on se donne rendez-vous demain pour une autre émission Côte-Nord Attitude. Tommy Auger sera avec moi. Valérie Dionne, un gros merci pour la co-animation ce midi. Merci à toi, Jean. Au revoir tout le monde.